Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Musicienne, instrumentiste, compositrice, bassiste, actrice, mannequin et modèle photo, activiste en faveur des personnes atteintes d'albinisme, elle cofonde l'association Care Albinos. Elle entame sa carrière de bassiste en solo avant de la poursuivre dans le groupe familial Jacques et le Takeifa et y passe 12 ans de sa vie, parcourant les scènes du monde. Elle quitte le groupe en 2017 et poursuit sa route avec le groupe Ma et Bande qu'elle crée. Seule femme bassiste sénégalaise au devant de la scène internationale, on la voit régulièrement aux côtés de Baaba Maal. On ne peut pas parler d'elle sans évoquer l'albinisme dont elle est atteinte, qui a eu un impact sur sa vie et sur son parcours. En tant que femme et musicienne de surcroît, avec un instrument longtemps considéré comme masculin, elle milite par ailleurs contre les violences sexistes et sexuelles. Makuja Keita, Lady Ma Keita, bienvenue dans Conversation féminine. Bonjour Zoubida Fall, c'est déjà un honneur et un plaisir d'être ici parmi vous, de participer à ce rendez-vous de la femme qui s'appelle Conversation féminine. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici, effectivement en tant que Ma, en tant que Lady Ma, mais surtout en tant que femme surtout. Ça fait plaisir. Moi, je suis contente de te recevoir. Je suis une très grande fan de ton travail, même si mon oreille musicale est pourrie. Mais je suis extrêmement fan de ce que tu proposes et surtout de te voir sur scène. Il y a quelque chose que tu dégages qui fait du bien à nous toutes. Et je trouve que c'est important, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait Conversation féminine, de pouvoir nous montrer que c'est possible. Oui, la scène pour moi, elle est faite pour qu'on puisse partager ce qu'il y a de plus positif et ce qu'il y a de plus pur de toi avec les autres. Parce que être sur scène, c'est un don de soi. C'est de pouvoir partager ton être avec ceux qui sont en train de te regarder. Pas seulement en train de t'écouter, mais ceux qui sont en train de te regarder. Parce que celui qui vient en concert, il vient avec ses soucis, ses problèmes et tout ça. Et il voudrait oublier ses problèmes. Et il faudra faire le maximum possible pour que tu puisses l'emmener dans cette ambiance positive et dans cette ambiance qui est apaisante. Et voilà, moi je tiens à ce que les personnes qui sont, même si c'est pas seulement ma scène, même si je joue avec quelqu'un d'autre, que moi je puisse participer au fait que cette personne elle est venue et qu'elle ait cette sensation agréable là après avoir regarder un concert. Mais on le sent parfaitement dans tous les cas. Toutes les fois où on te voit, on sent ça. Et ça me permet de te demander comment tu en es venue à la scène? Comme tu l'as expliqué, moi j'ai commencé à faire de la musique en famille. C'est en famille que j'ai appris à aimer la musique, surtout en particulier avec mon père. Parce que c'est lui c'était lui le grand mélomane de la maison. C'est lui qui nous faisait consommer plein de styles de musique. Nous n'avons pas grandi, nous avons connu le mbalax, mais nous n'avons pas grandi avec le mbalax. Nous avons grandi avec les Tracy Chapman, les Dire Straits. Moi, j'ai commencé à écouter UB40 à l'âge de 4 ans. Alors voilà, ça a fait de nous des personnes avec une vaste culture musicale. Et voilà, c'est comme ça qu'on a d'aimer la musique. On a aimé l'écouter minutieusement, écouter minutieusement, la jouer minutieusement. Et voilà, c'est ça qui nous a mené à en faire un métier et à le faire sérieusement. Mais pourquoi tu as choisi la basse du coup? Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas moi qui ai choisi la guitare basse. C'est la guitare basse qui m'a choisi. C'est vrai, c'est mon père qui m'a suggéré. Exactement. C'est ton père qui t'a suggéré ça? Oui. Ah oui? Oui, c'est mon père qui m'a suggéré de jouer à l'instrument. Moi, au début, j'étais très réticente parce que je savais ce qui m'attendait si je m'aventurais à jouer cet instrument. Qu'est-ce qui t'attendait? Parce que moi, rien qu'en regardant la guitare basse, j'avais peur. Parce que je savais que c'était lourd, que c'était physique comme instrument, que ça demande... C'est moins rigolo de jouer à la basse, par exemple, que de jouer à la guitare et tout ça.
ou bien jouer du piano. Moi, j'étais plus attirée par le piano parce que, parce que c'est plus mélodique et tout. Et moi, puisque j'étais une grande romantique et tout ça, j'aimais tout ce qui était mélodique. Et alors que là-bas, c'est plus dur, c'est plus comme ça. Bon, j'étais réticente, mais puisque mon père, c'est un persévérant, il m'a... Voilà, comme on dit en Wolof, Mayu Madara. Mayu la dara. Voilà, et c'est comme ça que je me suis mise à cet instrument. Mais à ma grande surprise, j'ai appris à me familiariser avec, j'ai appris à l'aimer et j'ai appris à avoir envie de faire de bonnes choses avec. Bon, je ne vais pas dire de grandes. De très grandes, il faut le dire. Mais... De très grandes. Mais j'ai appris à vouloir faire de bonnes choses avec. Et voilà. tu fais de belles et de grandes choses avec. Merci. Tu fais plaisir à mon cœur. Merci. Les fois où j'arrive à repérer correctement la basse dans la musique, je suis trop contente parce que l'on exploit le tieman. Il y a certains qui vont écouter ça, ils vont être morts de rire parce qu'ils savent vraiment que c'est maintenant, avec l'âge, que je commence à avoir cette oreille-là et à comprendre ces choses-là. C'est normal, effectivement. Tu prends un instrument que tu qualifies toi-même d'un instrument d'homme. Et là, en t'écoutant, tu me dis quelque part, c'est ton père qui t'amène à la basse. Tu es la seule fille de ta fratrie. Tu es la seule? Parce que je veux comprendre. J'ai grandi dans un environnement polygame. OK. Donc oui, quand je dis fratrie, il faut que je définisse d'où je parle, c'est vrai. Ouais. J'ai grandi dans un environnement polygame. Mon père avait 2 épouses. Une épouse avec laquelle elle a eu 5 garçons et 2 filles. Et une autre avec laquelle elle a eu 2 filles. Ça lui fait 9 enfants. Ça lui a fait 9 enfants. Moi, je suis la fille aînée de la 2e épouse. OK. Et je suis la seule de toute la famille, la seule fille de toute la famille qui a fait de la musique. Parce que les autres filles, elles sont plus dans les études. Non, mais il faut que tu m'expliques comment ça se fait. Il faut que tu me réexpliques comment c'est venu. Comment tu as fait pour être la seule à faire ça. C'est d'abord parce que tu aimais ça? Parce que c'est moi. Je suis la seule que ça a intéressé. Faire la musique. OK. Oui, je suis la seule des filles, je veux dire, que ça a intéressé. Les autres, elles sont plus yang et tout ça. Moi, je suis la seule à qui ça a intéressé et que, puisque j'étais tout le temps avec papa et tout ça, il m'a transmis le virus et voilà, c'est à cause de ça. C'est surtout à cause de ça, oui. Et en règle générale, quand on fait de la musique, ce n'est pas forcément quelque chose qui est accompagné. C'est pas tout le temps que c'est accompagné, que c'est perçu. Autant je vois ton père, il t'a poussé à le faire. Comment ta mère le prenait? Parce que c'est 2 moments. Un moment biologique. Paix à son âme. Paix à son âme. Au début, elle était réticente et tout ça parce que elle voulait vraiment que je réussisse dans mes études et tout. L'autre, elle était beaucoup plus... elle était beaucoup plus emballée pour que ses enfants fassent de la musique parce que ce sont ce que ses enfants aiment et tout. Mais ma mère, elle était beaucoup plus stricte et tout ça. Elle était réticente, mais il a fallu vraiment négocier, tenir tête et tout ça. Et voilà. Et ça a fait que je suis en train d'en faire maintenant. Et elle a accepté, elle est fière. C'est déjà ça. Et c'est important. C'est très important pour toi? Oui, c'est très important parce que il y a des choses, on le dit comme ça, dans le terme purement sénégalais, que barke yaay ak barke papa yoyu noonu, mais c'est très dañ koy xeeb, mais c'est très 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 important. C'est recevoir la bénédiction et l'onction maternelle et paternelle. Oui, la bénédiction. Bon, j'avais l'onction paternelle parce que c'est lui qui m'a poussé pratiquement, mais il restait la part maternelle, mais quand je l'ai eu, tu as vu la différence. Tu vois carrément la différence. OK. C'est quelque chose que je peux comprendre.
tu nais dans une famille où tout le monde aime la musique, plus ou moins, où ton père lui-même te facilite ce passage-là et te pousse quand même vers la musique, ou quoi que tu en dises, ta mère aussi, à un moment qu'elle accepte de le faire, de te pousser. À quoi vous étiez destiné dès le plus jeune âge, plus ou moins, à faire de la musique, c'est ça? C'était déjà ton père, il rêvait de ça, d'avoir un orchestre avec ses enfants ou pas? Parce que je veux savoir à peu près quelle éducation, du coup, tu as reçue en vrai, parce que ce n'est pas courant. Non, si c'était depuis l'enfance, alors j'allais faire des études de musique, j'allais être ethnomusicologue, j'allais faire des trucs, si c'était ça, dès le début, j'allais caler dans ma tête, mais c'est quelque chose qui m'a rattrapée. C'est vraiment quand j'ai eu l'âge de 17-18 ans que j'ai compris que c'était là ma voie. Avant ça, tu jouais juste pour le plaisir? Bon, moi, j'ai commencé à jouer à la musique, à jouer à la guitare, parce que avant la guitare basse, j'ai commencé un peu la guitare sèche et tout ça. J'ai commencé ça à l'âge de 16 ans. Réellement, ok. 16 ans. Et c'est 2 ans après que j'ai commencé tu as touché à la basse. Voilà. C'est 2 ans après, c'est à l'âge de 18 ans, je faisais la terminale. J'ai fait la terminale. Et voilà. C'est là où tu touches réellement à la basse. Voilà. Et donc, pendant tout ce temps, en vrai, tu t'es consacré à tes études. Tu es resté concentré sur tes études. Et il faut parce que ça va venir de toutes les façons dans la conversation. Quand on est atteint d'albinisme, le regard de l'autre peut être quelque chose de très dur à porter au quotidien. Quand on est une enfant ou quand on se confronte, tu as eu ça. Ça t'a frappé quand la première fois? Je sais que c'est sans transition avec la musique, mais quelque part, peut-être que ça va se retrouver. Bon, je vais expliquer ça très cachant. Oui, moi, il n'y a pas de souci. Quand j'étais enfant, tu sais, quand tu es enfant, tu es assez insouciante de certains. Moi, c'est vrai que, bon, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas qui était différent, parce que tout le monde était noir. Et toi, tu regardes tes mains, elles sont toutes blanches, et tu te regardes, tu es toute blanche, tu comprends pas réellement. Même si c'est vrai que je suis entrée dans une école, parce que j'étais au cours Sainte-Marie de Anne, où il y avait des Libanais, ma mère, elle tenait à ce que j'aille dans cette école, puisqu'il y avait des Toubabs et des Libanais, pour que je ne sente pas. Pour que tu te fondes dans la masse. Pour que je ne sente pas, pour que j'ai moins le choc, pour que le choc soit moins violent. Mais le piège, la différence, c'était les cheveux. Je n'avais pas les cheveux longs et lisses. Exactement. Et je savais que là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais un problème. Pourquoi moi, mes cheveux ne sont pas comme ça? Je rêvais, je me couchais et je rêvais d'avoir des cheveux blonds, lisses comme ça, comme mes copines Toubab. Parce que ça aurait fait que peut-être qu'on ne se rende pas compte ou que tu fondes réellement dans la masse. Oui, et que j'étais une enfant, j'avais 6-7 ans, ce que j'expliquais là. Alors, c'est à ce moment que tu en prends conscience réellement, voilà, c'est ça? Voilà, c'est là que tu prends conscience réellement que non seulement j'ai dit, non seulement je suis différente des Noirs, mais aussi je suis différente de mes copines blanches. C'est quoi? Voilà. Et après là, tu marches dans la rue et on t'appelle Pouné, Pouné, Pouné. Et là, tu sais que là, vraiment, tu sais où tu Mais, voilà. Et là, on sait, là, directement, tu sais de quel côté tu fais partie. Bon, je ne l'ai pas pris négativement. C'est vrai que quand les enfants, ils ne le disaient pas de manière gentille. Non, ils ne le disent jamais de manière gentille. Ouais, ils ne le disaient pas de manière gentille. Mais bon, moi, d'habitude, dans toutes les situations, quand on ne me répond pas gentiment, soit je me bagarre, soit je te dis, hey, laisse-moi tranquille, je me défends, quoi. Voilà. Ça, c'est naturel. Tu apprends à te défendre. Mais je ne me suis jamais morfondue sur mon sort. Je ne l'ai jamais accepté de faire ça. Et même en grandissant, de plus en plus, je l'ai pris spirituellement. Je l'ai accepté comme un cadeau parce que en étudiant l'albinisme, en sachant que ça n'existe pas seulement chez les êtres humains, mais que ça existe chez les plantes et chez les animaux, je me suis dit, ça, c'est une preuve
Dieu a voulu vraiment nous montrer sa grandeur et sa capacité à créer en prenant, par exemple, quelque chose comme l'albinisme et le transmettre dans tout ce qui existe. Et c'est moi, de plus en plus, c'est comme ça que je le vis et que je le prends. Que tu le prends. Voilà. Je sais que des fois, dans les familles, c'est quelque chose qui peut être lourd à porter. Autant pour ton parent lui-même, que ce soit ta mère ou ton père, parce que quand on parle de son enfant, on parle par ricochet. Et surtout les mères. Des fois, les mères, elles prennent beaucoup sur elles quand elles ont un enfant qui naît avec un handicap, quand elles ont un enfant qui naît avec une maladie. Et des fois, ça peut être quelque chose qu'elles vivent mal et que l'enfant se rend compte aussi de cette différence-là et le vit mal parce qu'il subit des attaques. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui fait écho en toi ou pas? Bon, moi, je ne l'ai pas réellement vécu, ça. Parce que je suis dans une famille où j'étais acceptée par tout le monde. Même les tantes éloignées, les cousins et cousines éloignées, je n'avais pas de problème. Remercie le ciel, parce que j'ai fait un entretien, une conversation avec Aïssatou Cissé, qui me dit qu'elle, quand elle est née, typiquement, il y a sa grand-mère, par exemple, qui avait demandé à ce qu'on la remette sur un arbre là-bas, dehors, parce que pour que Nico tu vois? Et c'était un moment, elle me dit, après mon père, ma mère, ils l'ont pas écouté, bien évidemment, parce que c'était ces élucubrations de vieille, mais ce sont des paroles qui ont été prononcées, ce sont des mots qui ont été dits en disant que et ça, c'est violent quand même. Hein? C'est extrêmement violent quand tu reçois des propos de ce genre ou quand tes parents vivent ça. Et c'est pour ça que ça m'est revenu un petit peu à l'esprit. Oui, effectivement. Bon, moi, ma famille, c'est pas là-bas où il y a eu des problèmes. C'était dehors. Et comment tu l'as vécu? C'était dehors. Bon, moi, je l'ai vécu. C'est comme je t'ai dit, je me suis bagarrée parce que... Seulement? Oui. Moi, c'est le seul langage que je comprenais à cet âge-là. Le langage des coups de poing, parfois nous dormons, parfois me dors. Mais tu ne laissais pas passer. Mais je ne laissais pas passer. Tu gérais ça comme ça. Ouais, parfois nous dormons, bon, sonne. Mais je me dis au moins, j'ai pas laissé passer. Voilà, parfois je me souviens ça un jour, tu sais, chaque 17h, ta maman elle te donne de l'argent pour acheter du pain au chocolat. Exactement, oui. Je me souviens qu'il y a eu un pain chocolat, il y a un de mes pains chocolat il y avait tellement de sable dedans parce que je me suis battue parce que ce jour-là, je me suis battue. J'ai pas mangé mon pain chocolat. C'est ça, non, quoi. Mais c'est clair que dans ce pays, c'est ça. C'est violent. C'est violent quand tu es enfant. C'est violent aussi quand tu grandis, que tu découvres le monde des hommes aussi. Exactement. Ça, nous l'avons toutes vécu. Mais c'est ça, quand tu arrives à l'adolescence et que le regard des hommes, et même toi, ton propre regard, que tu commences à t'intéresser à des garçons, que des garçons s'intéressent à toi, comment tu le vis? Je parle même pas encore de la partie où on te fétichise, parce qu'il y a du fétichisme, après on va... On te fétichise dès le début. Pour nous, là, pour nous, on te fétichise. C'est terrible, hein? Ouais, pour nous, on te fétichise dès le début. Parce que moi, je me souviens que la première relation que j'ai eue, le gars, c'est son oncle qui est venu lui dire, faut laisser celle-là. C'est une albinos. Ouais. C'est ça qu'ils disent. Faut laisser celle-là. Bon, ses parents n'étaient pas trop trucs, faut laisser celle-là. C'est vrai que les tantes aussi, quand je suis entrée dans la maison, ils m'ont regardé bizarrement, comme si je descendais d'une autre planète. Mais bon, apparemment, d'après ce qu'il a dit, que elle n'avait pas de problème. C'est leur oncle qui avait un problème, c'est l'oncle qui a mis la pression au gars pour qu'il me laisse. Parce que, voilà, à cause de... Bon, il a dit que c'est parce que il veut pas que s'il me fait du mal, que j'ai tellement le cœur brisé que je lui porte la poisse. Alors, je vais essayer de réexpliquer les croyances là qui vont autour. C'est horrible. Voilà. Mais... Bon, c'est ce qu'il a dit, le gars. Mais moi, je crois que c'est juste que l'oncle là, mon état ne lui plaît pas, c'est tout.
Oui, effectivement, parce que c'est ça en réalité. Alors, excusez-nous, hein, parce que ça peut être violent pour les personnes qui ne sont pas habituées, sauf que ça ne peut pas être plus violent pour vous que pour la personne qui l'a vécu. Ici, on a un terme. Si j'utilise ça de cette manière-là en disant une albinos, c'est parce que je fais de la traduction littérale du Wolof vers le français. Parce en Wolof, on te désigne comme étant en disant diou pounele, telle personne est une albinos. Et c'est comme ça qu'on le dit. Et c'est d'une violence. Et ça renferme énormément de choses parce qu'on pense qu'on peut vous sacrifier et gagner un certain nombre de choses. On pense que vous êtes porteur d'un mauvais œil, mauvais regard, que vous êtes capable de transformer, on va dire, des destinées d'une manière ou d'une autre, tout simplement parce que vous êtes atteint de cela. C'est juste ce que je voulais recentrer. Et d'ailleurs, et c'est ce que Ma nous dit, enfin, que quand tu sors avec quelqu'un, c'est jamais bien vu dans la famille de cette personne-là. Et d'ailleurs, certains hommes, enfin, je sais que tu vas en parler dans tous les cas, que certains hommes, ils sortent pas avec toi pour les bonnes raisons, en vrai. Non, parce que, bon, moi, je l'ai dit, c'est surtout, c'est pas ça parce qu'ils veulent attirer la chance, c'est pas parce qu'ils te prennent pour un gris-gris, le plus souvent, mais c'est parce qu'ils sont curieux. Ça, je pense que c'est aussi la partie la plus violente aussi. Ça, c'est très violent. Parce qu'ils sont curieux, c'est de la curiosité pour savoir ce que ça fait. Même de savoir ce que ça fait physiquement. Oui. Ils sont curieux de tout ça. Tu sais, l'homme de nature, c'est une personne très aventurière. Et il veut essayer des choses. Et voilà, essayer des personnes comme moi, ça fait partie. Ça fait partie de leur truc. Ça fait partie de leur truc. Parce que je t'ai vu intervenir, il y a eu une polémique il y a 2 ans environ autour de ça, dans un groupe Facebook d'hommes, où il y a eu des propos très violents qui ont été tenus. Je crois que nous toutes, nous avons perdu des amis en route quand nous avons découvert les gens qui étaient dans ce groupe-là, plus ou moins. Ça a été dur, ça a été violent. Et je t'ai vu réagir sur ça, parce qu'il y a des propos... Moi, je n'étais pas étonnée. Oui, voilà, c'était surtout ça. Toi, tu n'étais pas étonnée, parce qu'il y a des propos très violents, justement, autour de la découverte qui ont été tenus, en disant, alors juste pour rappel, c'est un groupe qui était composé d'un certain nombre d'hommes sénégalais qu'on connaît tous plus ou moins, et dans ce groupe-là, des propos très violents ont été tenus envers certaines femmes. Certaines femmes, ces femmes vivant avec un handicap, des femmes avec des maladies mentales, des femmes avec un certain... Et parmi ces propos-là, il y a eu typiquement, ils se donnaient des tips pour essayer des albinos, essayer une naine, essayer une femme handicapée, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un scandale autour de ça d'ailleurs. Oh, il y a eu un scandale. Moi, je n'étais pas choquée. Parce que c'est un peu... Je crois que c'est... C'est vrai que j'ai un peu reproché aussi aux personnes qui ont infiltré ce groupe d'hommes d'entrer et de savoir ce qui se dit dans ce groupe d'hommes. On sait que chez les hommes, si tu cherches, tu trouves. Si tu veux chercher des choses négatives ou bien des trucs, forcément tu trouves. C'est pas pour les critiquer, mais c'est pas pour les excuser. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est pas pour les excuser ni pour les trucs, mais ils sont comme ça. Moi je dis góor boy ut si moom sikk wala lu bon rek force donc koy gis. Et quand tu entres dans un groupe exclusivement composé que d'hommes sénégalais, africains, et tu vas tomber sur des trucs qui vont te choquer parce que ñoom seen xel mooy daw lu bari. Mais bon, de là à ce qu'ils fassent des publications sur nous, bon, c'est vrai que ça peut étonner plein de gens, mais moi, ça m'étonne pas parce que moi, je suis atteinte d'albinisme, alors je sais un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils pensent de nous. Que je sais pas, nanani, essayer de passer de bons coups ak yoy non nga ñen bal ma ci cadeau bi, mais c'est voilà. C'est ça, quoi. Et j'ai réagi, bon, parce que je devais réagir, parce qu'on attendait ma réaction aussi. Et bon, j'ai dit moi ce que j'en pensais et tout ça. Et que ça aussi réveille pas seulement les albinos, mais que ça réveille aussi les personnes sur la nature de l'être humain, mais aussi qu'elles puissent être beaucoup plus prudentes, beaucoup plus se dire que nous vivons dans un monde assez, pour ne pas dire méchant, mais dans un monde de plus en plus violent.
Et que voilà, c'est être une femme, on s'en rend compte à partir d'un certain moment de sa vie. Ça vient à un certain moment de sa vie. Et d'autant plus quand on est une femme albinos, en règle générale, ça va venir soit au moment où on commence à répartir les tâches à la maison en disant les filles font ci, les garçons font ça, etc. On commence à se rendre compte qu'il y a une différence entre ce qu'est une fille et ce qu'est un garçon. Et on s'en rend peut-être aussi compte en ce qui te concerne aux premiers émois amoureux. Et c'est là où on était en train de dire justement, est-ce que ça n'a pas eu un impact sur ta construction, toi, en tant que femme? Bon, moi, ce qui a plus eu un impact sur ma construction, c'est plutôt le rôle de, comme tu as dit, ce qu'il faut faire, ce que les garçons font faire. C'est plus ça qui a eu un impact sur moi en tant que femme, que je comprenne que c'est ça, ici c'est ma place, que les émois. Les émois, ça m'a juste aidé à comprendre comment la société, elle peut te percevoir. C'est plus les leçons que j'en ai tirées. Alors qu'on te mette à une place, ça a été un peu plus compliqué. Pourtant, alors que te mettre à une place a été beaucoup plus compliqué. Oui, c'est surtout bon, pas compliqué, mais je dis bon, ça m'a juste aidé à comprendre parce que on te dit waaw jigéen nga xaw ma fooy say suba ceci cela kon da nga war a def lii da nga war a mel nii da nga war a nii na. Ça, c'était la formation. Bon, j'ai grandi comme toutes les femmes sénégalaises en essayant de m'assimiler, d'assimiler le rôle de la femme. Mais à côté de ça, en étant une personne travailleuse, indépendante, qui n'aspire pas à être une femme au foyer à 100%, pas qui n'aspire pas à être une femme au foyer, qui aspire à l'être, mais aussi en ayant sa propre autonomie et sa propre indépendance. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui a mis ça très tôt dans ma tête, que je dois être autonome et que je dois être forte, déterminée et indépendante. Moi, c'est ça qui m'a même plus construit que les trucs de base, les trucs de l'éducation de base de la maison, quoi, en tant que femme. Ok. Voilà. Mais comment, du coup, tu peux allier les deux? Comment tu peux être femme au foyer? Tu aspires à être femme au foyer? Tu es artiste internationale? Comment tu vois ça? Comment tu l'imagines de pouvoir gérer toutes ces choses-là? Bon, moi, je me dis que c'est une question d'organisation et aussi c'est une question d'entente avec le partenaire. Parce qu'un partenaire aussi, il faut savoir s'entendre avec lui sur certains points. Je sais pas si je peux donner un exemple parce que je suis pas mariée, alors je ne sais pas. Tu fais ce que tu veux. Ici on dit ce qu'on veut. Parce que moi, je suis d'avis que en matière de mariage, il y a un aîné et un cadet. Ça, j'en suis consciente parce que moi, j'ai respecté mon père toute ma vie, j'ai respecté mes frères toute ma vie, alors il n'y a pas de raison pour que je ne respecte pas mon mari. Et à côté de ça, il faut aussi qu'on se fasse les compromis qu'il faut, parce que aussi, je vais pas aussi rester plantée dans la maison 365 jours sur 365 à attendre un gars comme ça. Ça, je vais pas le faire non plus. Mais moi, je trouve que l'époux waxtaan la ak organisation et voilà, pour moi. Voilà. Pour pouvoir faire en sorte que ça marche, parce que aussi, je sais aussi que les hommes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une femme, ils ne veulent pas d'une femme qui tournoie de gauche à droite, mais ils ne veulent pas aussi d'une femme qui les attend aussi chaque jour chez lui, quoi. Moi, je le sais maintenant. Wow. Pourquoi tu dis maintenant? J'allais poser une autre question, mais pourquoi tu dis maintenant? Ça, tu le sais maintenant. Pourquoi maintenant? Avant, c'était quoi pour toi? Bon, avant, li ngay dégg dañu naan jigéen dafay gàtt tànk affaire yooyu noonu. Une femme ne doit pas rester à la maison, etc. C'est ça? waaw jigéen bon avant ils disent que jigéen dañ gàtt tànk ak yooyu, mais maintenant tu entends les gens les garçons dire du ma takk cas social. Je n'épouserai pas un cas social. Waaw.
Alors moi, heureusement, je n'ai pas appris à être une cas sociale. Moi, j'ai appris à être une femme pas autonome 100%, mais qui gère aussi, quand même certaines choses, qui gère certaines choses de sa vie, de ses besoins personnels et tout ça. Voilà. Pour moi, avant, je croyais que il voulait juste quelqu'un qui reste à la maison à lui faire la cuisine. Non. Et tu voulais pas de ça? Échanger et laver les enfants. Bon, j'ai pas été éduquée comme ça. Moi, je sais, je suis une femme, je sais faire tous ces trucs-là. Mais toi, personnellement, tu veux pas de ça? Tu ne comprends? veux pas de ça? 365 jours sur 365. Bon. Abandonner ta guitare, abandonner les scènes, laisser tomber les scènes? Non. Bon, je dirais pas encore. Je n'aspire pas à faire la musique toute ma vie non plus, hein. Ça, non? Ouais? Ah ouais? Je m'y attendais pas, celle-là. Pardon, désolée. Non, mais attends, mais bon, parce que je le fais, c'est pas pour Gour, Non, on se comprend. Mais même si c'était pour Gour, c'est ton droit le plus absolu. Mais voilà. C'est pas le cas. Voilà, je n'aspire pas à faire ça aussi toute ma vie. Oui. Mais quand même, le temps que je suis encore là, j'aimerais bien remplir mes heures de travail. Non. Mais moi, je veux te voir à 65 ans, avec mes locks blanches, sur scène, avec ta basse. Mais je veux voir ça, hein. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Je veux te revoir sur scène, un peu comme j'ai revu Tracy Chapman. Ça m'a ému. C'était incroyable. Oui, c'est une brave dame. Vraiment. C'était incroyable. Oui, moi j'ai vu les images. Je te verrai avec les cheveux blancs, gris. Ben, ça va être gris cette fois. J'espère que je te verrai avec les cheveux gris sur scène quand même. Hein? Bon, on verra bien, mais bon, pas toute la vie quand même. Oui, mais bon. Après, oui, mais je respecte. Je respecte. C'est ton choix. Tu en fais ce que tu veux. Après, les gens comme moi, c'est les gens qui te disent, mais moi je voudrais que. Oui, mais c'est vrai, ça, c'est très normal. C'est très normal. Ça, je l'accepte. Et tu ferais quoi après? Et tu ferais quoi? Si tu devais arrêter aujourd'hui ou quelque chose, ce serait pour faire quoi en vrai? Tu ne sais pas? C'est juste te retirer? Oui, c'est d'abord me retirer, vivre une vie un peu plus spirituelle. Et oui. Ouais, moi, c'est pour de grosses raisons que je vais laisser te mettre la musique. C'est pas pour les raisons waya. Ça va être pour de grosses raisons, oui. Ouais, c'est surtout ça, vivre une vie un peu... Je suis très spirituelle, je fais... Mais lui consacrer un peu plus de temps. J'aimerais bien ça, quoi. J'aimerais bien avoir ce temps-là, quand même. Et aussi pouvoir m'occuper de ma descendance et tout ça. Et peut-être avoir une autre activité, mais qui n'a rien à voir avec la musique. Tu veux te marier? Tu veux faire des enfants? Bon, je dirais que j'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien, parce que j'adore les enfants. Mais bon, que Dieu m'en donne ou que Dieu m'en donne pas, moi, j'accepterai la volonté divine. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas dans la pression sociale comme le sont les autres femmes. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans l'urgence ou bien qu'il y a le feu rouge dans ma tête. Oui. Je ne suis pas dans ça. J'ai 36 ans. J'aurai 36 ans lundi. Mais joyeux anniversaire par anticipation. Et ceux qui écouteront lundi, mardi, le jour le 2 avril. Ouais, le jour de la prestation de serment là, c'est mon anniversaire. Mais en fait, mais toi, tu as une fête nationale. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas de pression. Yakul sama voilà. Si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas aussi, bon. Je pense qu'on doit entendre ça plus souvent. Et normaliser le fait de ce que tu dis là plus souvent. Si ça vient, c'est bon. Si ça vient pas, je le prendrai comme ça et ne pas le considérer comme un échec personnel quand ça ne vient pas. Parce que c'est super important. C'est très important parce que aussi, il faut noter que c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est Dieu qui décide. S'il décide que je vais me marier, il l'a décidé depuis longtemps. Et je n'y pourrais rien, même si je le voulais pas. S'il décide que je ne vais pas me marier, et que moi je le veux, man may sonn.
Et c'est comme ça que c'est pourquoi j'essaie d'être très équilibrée dans ce sujet-là, quoi. C'est surtout ça. On arrive à la fin et il me reste 2 questions. J'en ai beaucoup plus, mais il me reste 2 questions. Ou alors, non, attends, j'en ai une. Qu'est-ce que tu aimerais? J'en ai une intermédiaire que je veux quand même te poser. Qu'est-ce que tu aimerais voir de ton vivant? De mon vivant. Une chose, une seule. Bon, ça va être spirituel encore. Hein, mais c'est pas grave. La Kaaba. Allahumma amin. Waaw. Ça, j'aimerais bien. Yàlla mottali. Allahumma amin. Yàlla la fa yàlla yóbbu ak jàmm yóbbuwaat la fa. Amin, amin, amin. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu es à ta place? Je dirais que bon, j'ai fait un peu de bruit quand même, que je vais pas dire place, mais quand même que j'ai appris à gagner le respect de certaines personnes, surtout des personnes les plus essentielles. Tu as précisé que je joue très souvent avec Baba Mal. Je sais que c'est une personne qui a beaucoup d'affection pour moi, qui m'aime beaucoup, mais je sais aussi que je bénéficie, que j'ai aussi, qu'il a du respect pour ce que je fais, pour ce que je représente, et qu'il en est fier. Je sais que j'ai rencontré aussi de grands musiciens aussi, comme Youssou N'Dour et tout ça, et je sais qu'il y a aussi ce respect pour ce que je suis et ce que je représente, même si je ne suis pas Youssou N'Dour. Lokwa Kanza, Etienne Mbappé. Lokwa, Etienne Mbappé, Habib Faye, paix à son âme. Oui. Voilà. Alors, je peux dire que j'ai eu ça, alhamdoulilah, quoi. J'ai quand même, je vais pas me plaindre. Ouais. Voilà. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et ma toute dernière question. Si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé savoir? Si tu avais 20 ans, là, maintenant. Bon, 20 ans... Moi, je me dis 20 ans là, ça aurait été plus... 20 ans, ça a été dur pour moi parce que, comme j'ai dit, je viens de perdre ma mère. Alors, la perdre à l'âge de 20 ans, ça aurait été très compliqué. Déjà, moi, je me dis que j'aurais voulu vivre beaucoup plus avec elle, de moments avec elle, parce que j'ai vécu avec mon père plus que j'ai vécu avec ma mère. Et c'est le regret que j'ai eu le plus, c'est ce que j'ai le plus regretté, parce que ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle peut spirituellement t'apporter, ce qu'elle peut t'apporter, personne d'autre au monde ne peut te l'apporter. Et c'est ça, quoi. Moi, quand tu m'as parlé de 20 ans, et actuellement, j'ai direct pensé à 20 ans sans maman. Mais bon, je crois que je l'aurais pris aussi positivement que je l'étais. Je n'ai pas regretté la vie que j'ai eue à mes 20 ans, parce qu'à mes 20 ans, je commençais déjà à travailler, à voyager, à découvrir le monde. C'est déjà bien. Alors bon, je n'ai pas beaucoup trop à me plaindre. Et pour moi, chaque chose vient à son temps. Alors bon, si j'ai découvert des choses trop tard, après mes 20 ans, je m'en suis même pas rendu compte, parce que j'ai quand même assez vécu de choses. C'est très beau. Mar Khoudia Keita, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine. Le plaisir est pour moi, vraiment. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir.